Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin au temps fort des débats sur le projet de loi justice, un texte qui a été discuté dans l'hémicycle une dizaine de jours la semaine dernière et la précédente et qui a fait l'objet d'une véritable réécriture du Sénat en cette première lecture. Alors que les parlementaires s'apprêtent à le voter solennellement cet après-midi, je vous propose de voir les modifications effectuées par le Sénat sur des points emblématiques de ce projet de loi. D'abord, sur les prisons, le Sénat a rappelé au gouvernement l'objectif affiché par Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, de construire 15 000 places de prison à l'issue du quinquennat. Finalement, en raison du retard pris sur le dossier, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, prévoit la construction de seulement 7 000 places d'ici la fin du mandat, puis 8 000 places d'ici 2027. Je précise que les discussions que vous allez voir ont eu lieu avant que Nicole Belloubet dévoile son plan pénitentiaire jeudi dernier. Voyez également les débats sur l'échelle des peines, le Sénat souhaitant un changement de paradigme en la matière pour que les peines prononcées soient effectivement exécutées et non plus souvent aménagées par le juge d'application des peines. Enfin, les sénateurs ont souhaité encadrer les pouvoirs des enquêteurs. Ils ont jugé que le projet de loi du gouvernement était en la matière attentatoire aux libertés. Retour donc au débat dans l'hémicycle. À l'article 51, je suis tout d'abord saisi de 3 demandes de parole. Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux et chers collègues. Ce débat sur la politique pénitentiaire est indispensable. Nous l'avons eu déjà en partie pendant la discussion générale. Il ne peut pas se résumer à un chiffre, mais le chiffre est important. Et je sais lire. J'ai lu le programme du candidat Emmanuel Macron qui s'est engagé à la construction de 15 000 places de prison sur le quinquennat. C'est l'expression exacte utilisée dans le programme. Je vous l'ai lu, je l'avais sous les yeux. Eh bien, je vais vous le relire, mais je l'ai fait en début de discussion. 15 000 places, la construction de 15 000 places de prison sur le quinquennat. Mais je ne dis pas que le président de la République n'a pas le droit de changer d'avis. Je sais que les programmes électoraux ont quelque chose de relatif. J'ai vu dans le passé d'autres présidents confrontés à la réalité des difficultés du pays devoir renoncer à certaines de leurs propositions. Ce qui me déplaît, c'est de ne pas assumer un changement aussi important pour la politique pénitentiaire de notre pays. Je dois dire que la discussion aurait pu être abordée plus facilement si cet engagement n'avait pas été pris, mais il l'a été, et chacun peut le constater. Le deuxième élément, et il pourrait venir en contrepoint de ce que je viens d'énoncer, c'est, je le disais tout à l'heure, que le nombre de places ne peut pas à lui seul résumer une politique pénitentiaire. J'en conviens volontiers. Et je souscris pleinement à ce qui est au cœur de votre politique, c'est-à-dire la diversification des peines. Je crois que cette diversification des peines est nécessaire, car la sécurité de nos concitoyens ne repose pas uniquement sur l'enfermement des délinquants et des criminels pendant la durée la plus longue possible. Car quand on est dans cette disposition d'esprit, on méconnaît une autre réalité qui est que les détenus finissent toujours par sortir de prison. Et si la politique pénitentiaire ne les prépare pas à leur sortie de prison, si elle ne comporte pas dans le déroulement de l'exécution de la peine une diversification des modes d'exécution de celle-ci, alors nous ne remplissons pas nos devoirs vis-à-vis de nos concitoyens, parce que nous libérons une partie d'anciens détenus qui se sont endurcis et retombent immédiatement dans la délinquance au moment où ils sont libérés. C'est d'ailleurs une des grandes faiblesses du système pénitentiaire dont vous avez hérité, vous êtes là seulement depuis un an, que d'avoir un dispositif qui repose strictement sur l'enfermement et qui n'a pas suffisamment su développer au fil des décennies à la fois le travail en prison et la diversification des modes d'exécution de la peine. Je veux bien admettre que sur un programme de 15 000 places de prison, c'est-à-dire celui sur lequel le candidat Emmanuel Macron s'était engagé, on puisse considérer qu'il y a un certain nombre de places qui ne correspondent pas à la vision traditionnelle que nous pouvons avoir de la prison.
Je veux bien admettre qu'on puisse créer des établissements qui ne soient pas des établissements entourés de murs d'enceinte parce qu'ils vont accueillir des détenus qui ne vont pas chercher à s'évader, qui auront en tout cas une faible propension à s'évader. Je veux bien admettre que ces établissements coûteront moins cher et qu'ils seront construits plus rapidement que d'autres. J'aurais bien accepté un programme de 15 000 places dans lequel on aurait décrit des places dans les structures pénitentiaires qui auraient été des places allégées. Nous aurions pu ouvrir un champ de discussion là-dessus. Et quand vous nous parlez des 7 000 places de prison au lieu des 15 000 que vous vous proposez d'achever pour 2022, vous ne nous dites pas quelle est la nature de ces places, leur ventilation entre les catégories d'établissements. Je suis très impatient que vous puissiez annoncer tout ceci. Vous n'avez pas voulu en réserver la primeur au Parlement, c'est votre décision, mais il eût été agréable au Sénat, dans le cadre de ce débat, que vous puissiez lui dévoiler vos intentions, puisque vous êtes prête à le faire. Vous venez de nous annoncer que vous le feriez dans une autre enceinte demain, après ou après-demain, après nos débats. Libre à vous de préférer cette enceinte au Parlement de la République. Mais en tous les cas, il nous paraît absolument essentiel, au moment où nous devons nous prononcer sur votre programme, d'en savoir un peu plus long sur ce que vous voulez faire que le simple chiffre de 7 000 places auquel vous avez ramené les engagements du président de la République. Et puis, il y a un dernier point. Vous nous dites, c'est long de construire une prison. Ben, nous le savons, c'est très long de construire une prison. Alors, si vous voulez construire ces 7 000 places, alors que rien n'a été entrepris depuis le mois de mai 2017 pour la construction de nouvelles places de prison, si vous voulez construire ces 7 000 places en 3 ans, alors que vous nous avez dit en audition que le temps de construction d'une prison était de 4 ou 5 ans, nous l'estimons parfois d'ailleurs même à 6 ans, je vois mal comment même ces 7 000 places, si vous ne mobilisez pas des moyens extraordinaires et si vous ne construisez pas des établissements pénitentiaires allégés par rapport aux prisons que nous connaissons parce que nous les visitons, alors vous n'y parviendrez pas non plus. Alors je veux vous poser la question, comment comptez-vous faire pour réaliser ce programme réduit à 7 000 places d'ici 2022 ? Vous avez pris un engagement avec beaucoup de force. Moi, je ne voudrais pas qu'après avoir renoncé aux 15 000 places, on en vienne en 2022 à constater que seules 3 000 places auront été ouvertes. Je rappelle que nos prisons sont actuellement occupées par près de 70 000 détenus, alors qu'il y a un peu moins de 60 000 places disponibles, ce qui fait que les conditions de détention sont parfois extrêmement tendues, ce qui explique d'ailleurs le mouvement social des surveillants de prison en ce début d'année 2018. Et ce mouvement social peut se reproduire si des mesures ne sont pas prises qui donnent espoir à tous nos personnels qui se dévouent pour prendre en charge les détenus des prisons françaises. Madame la ministre. Monsieur le Président, je me permets de vous répondre à la fois sur la forme et sur le fond, puisque vous avez eu l'amabilité de me présenter quelques observations. Sur la forme, je vais effectivement présenter la carte des implantations pénitentiaires dans 48 heures à l'occasion de l'inauguration de 2 établissements pénitentiaires dans le sud-est de la France. Cette carte, Monsieur le Président, j'ai eu la courtoisie d'en informer l'ensemble des élus concernés, là où je projetais de construire des établissements, là également où j'avais renoncé à implanter des établissements qui avaient été précédemment annoncés. Et j'ai donc eu, soit personnellement, au téléphone, les élus concernés, soit ces élus ont été reçus par mon cabinet, comme c'était le cas ce matin pour monsieur le sénateur de Lure. Nous avons donc eu l'attention absolument normale que nous devons aux élus de la République. Et, Monsieur le Président, je puis vous assurer que j'ai suffisamment d'attention et de respect pour les élus du Parlement et les élus de la République en général
pour avoir conscience de la nécessité de les avertir d'une décision publique qui frappe leur territoire avant de rendre cette décision publique. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai pris le soin de les appeler personnellement. Vous évoquez ensuite, Monsieur le Président, à nouveau, vous revenez sur le totem que vous avez décidé de déployer sur la construction des 15 000 places de prison. Je ne ferai pas l'exégèse des textes et je m'en voudrais de m'abaisser à cela, mais si je lis expressément le programme du président Macron, son programme, il est écrit, et je le cite, « Nous construirons 15 000 places de prison ». Nous construirons 15 000 places de prison. C'est absolument ce qui est écrit dans le programme présidentiel qui figure ni plus ni moins que ce que je vous dis là. Ni plus ni moins. Il n'est pas précisé de date. En revanche, non, messieurs les sénateurs et mesdames les sénatrices, eh bien si, parce que la référence, quand on dit « nous construirons 15 000 places de prison », la référence, elle n'est peut-être pas temporelle, elle est par rapport à l'état du nombre de prisons existantes au moment où le président prend ses fonctions. 59 000 et quelques places, je m'engage à ce qu'en 2022, il y ait 7 000 places de plus et 8 000 places lancées, ce qui aboutira bien à un programme de 75 000 places, ce qui correspond aux engagements du président de la République. Monsieur le Président Bas, vous m'interrogez ensuite, ce qui me semble être effectivement une question essentielle, sur la nature des places qui seront construites. Sur les 7 000 places de prison que nous allons livrer d'ici 2022, nous allons construire environ un peu plus autour de 2 000 places dans des structures nouvelles que nous appelons les structures d'accompagnement vers la sortie. Ces structures d'accompagnement vers la sortie, ces SAS, seront des structures forcément à sécurité allégée qui permettront d'accueillir des détenus qui se seront soit en fin de peine, soit des courtes peines pour lesquelles il faut activement préparer une sortie avec une réinsertion si nous voulons éviter de la récidive. Je me suis récemment rendue à Villejuif, par exemple, où existe un SAS très bien inséré dans la structure urbanistique de la ville. On ne se rend pas compte que c'est un établissement pénitentiaire, sécurisé bien sûr à l'intérieur, mais à la structure dans laquelle les détenus, ils sont environ 150, préparent activement leur sortie avec des services publics qui viennent dans cette structure-là pour, aussi bien en termes d'emploi que de logement, que de santé, préparer les détenus à la sortie. Et c'est donc ce type de structure que je souhaite pouvoir développer et implanter dans l'ensemble des villes, généralement, parce que cela suppose des services publics très proches, et donc il faut évidemment que ce soit dans des lieux plutôt urbanisés. Ce sont 2000 places que je souhaite ainsi pouvoir construire dans des structures environ de 180 places, 150 à 180 places. Donc 2000 places dans les structures d'accompagnement vers la sortie. Il y aura également des centres pénitentiaires nous allons également construire des centres pénitentiaires avec des régimes d'accueil diversifiés, puisque dans les centres pénitentiaires tels que je les conçois, je suis partie de l'idée qu'il nous faut pouvoir accueillir des détenus ou des prévenus qui sont dans des situations différentes, soit des gens à forte dangerosité, soit à faible dangerosité, des gens que nous pouvons accueillir sous des régimes dits de confiance, c'est-à-dire des régimes avec un peu plus d'activité et de liberté de circulation dans la journée, ou dans l'établissement pénitentiaire, bien entendu, ou bien des régimes plus stricts
en fonction de la nature de la peine, de la personnalité des détenus et du type de peine qu'ils ont à accomplir. Donc nous allons construire près de 1000 places dans ces centres pénitentiaires jusqu'en 2022. Et puis, nous avons également besoin, dans ces centres pénitentiaires à régime diversifié, et puis nous avons également besoin de maisons d'arrêt, car c'est évidemment là que nous devons également faire un effort extrêmement important, là encore, d'ici 2022. Donc, cette diversification des structures entre maisons d'arrêt, centres pénitentiaires à régime diversifié, structures d'accompagnement vers la sortie, nous permet d'accueillir les détenus selon des modalités très différenciées. Je ne précise pas, mais vous savez que c'est un point majeur, que dans chaque établissement pénitentiaire, nous allons faire un très gros effort en faveur de l'activité des détenus. Activité en termes de formation, mais également en termes de travail. Et j'ai commencé à nouer un dialogue avec ma collègue Muriel Pénicaud pour pouvoir, dans le cadre des plans d'investissement des compétences, développer des appels d'offres pour que des entreprises nous apportent leur appui, plus qu'elles ne le font actuellement, afin de pouvoir développer du travail en détention. C'est un vecteur clé de la réinsertion des détenus. Les établissements pénitentiaires que nous construirons prévoiront tous ces espaces de travail. J'espère ainsi, aussi en prenant en compte le travail, je ne parle pas ici de la santé, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, le travail, la santé, des places diversifiées, des structures différenciées, j'espère ainsi avoir une gamme d'établissements pénitentiaires qui nous permettra d'accueillir les personnes condamnées en fonction de la nature de leur peine, de leur dangerosité, de leur parcours et de l'étape, du point d'étape dans lequel ils sont dans la durée de ce parcours. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais vous répondre. Monsieur Capu a demandé la parole. Oui, dans le prolongement de cette discussion, il me semble que ce qui importe, ça n'est pas l'exégèse du programme d'Emmanuel Macron, de savoir si les places seront livrées pour 2022 ou commencées. Ce qui est important pour les territoires, je pense notamment au territoire d'Angers, dont la prison date de 1856. C'est le fait de savoir que les travaux seront lancés avant 2022. Et c'est la même chose pour l'ensemble des territoires dans lesquels les travaux vont être engagés avant 2022, pour une raison très simple. C'est que de toute façon, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, pardon, monsieur le président de la commission des lois, de toute façon, il faut 4, 5, voire 6 ans pour réaliser une prison. De telle sorte que, de toute façon, les endroits où les prisons n'ont pas été commencées ne peuvent pas matériellement être livrés avant 2022. Donc. Madame la ministre, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites pour vider les prisons plutôt que de construire des prisons. Vous savez bien que dans d'autres pays comme la Hollande, les prisons ont été vidées. Aujourd'hui, la question, c'est de trouver des solutions pour avoir moins de détenus plutôt que de construire de nouvelles prisons. D'autres pays européens ne suivent pas le même chemin que nous. Peut-être qu'il est temps d'y penser. Merci. Monsieur Sueur a demandé la parole. Oui, merci. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, mes chers collègues, moi, si vous voulez, cette discussion sur le temps m'intéresse forcément. Mais enfin, Madame la Ministre, nous avons compris que vous avez intégré dans le futur simple de l'indicatif ce qu'on appelle l'incoatif. Vous voyez ? C'est-à-dire que à la fin du quinquennat, il y aura des constructions qui seront en train de commencer au mieux. C'est ça. C'est-à-dire que le mouvement sera en train de s'opérer. Oui, mais il y en a 8000 qui seront dans cet état que j'appelle incoatif. Vous voyez, c'est en train de commencer à se faire. Mais c'est une chose. Mais moi, je vais vous dire, Madame le garde des Sceaux, ce qui me paraît très important dans ce que vous avez dit, c'est la volonté de faire des prisons qui soient diversifiées. Et en particulier, Madame le garde des Sceaux, de prévoir des locaux spéciaux, des bâtiments spéciaux pour préparer la sortie.
c'est très important. Pendant longtemps, on a fait finalement des places de prison indifférenciées. Et c'était une profonde erreur. Il faut qu'à toutes les étapes, il y ait un bâti adapté. C'est pourquoi l'architecture des prisons est quelque chose de très important. C'est pourquoi on a pu voir aussi les déconvenues entraînées par certains partenariats publics-privés, où on s'est rendu compte qu'on a construit des prisons selon des modèles standards, sans toujours réfléchir, ne serait-ce qu'avec les personnels pénitentiaires. Et puis, pour reprendre quelque chose qu'a dit Madame Benbassa, je crois qu'il n'y a de sens à construire des prisons que pour faire que les personnes détenues soient détenues dans de meilleures conditions et que par conséquent il y en ait moins, parce qu'il y aura moins de prévenus en prison et parce que l'on aura effectivement réussi à développer les peines alternatives à la détention. Donc je crois qu'il y a là des perspectives claires et moi je dois saluer le fait qu'à un discours qui consistait à dire aux gens plus il y aura de prison, plus vous serez en sécurité, vous développez un discours qui consiste à viser davantage le qualitatif et non pas le chiffre, de telle manière qu'il y ait des peines adaptées, dont, lorsque c'est nécessaire, la détention et la détention dans de bonnes conditions. Madame la ministre. Merci de me donner à nouveau la parole, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Monsieur le Sénateur, à propos de la prison d'Angers, que effectivement, j'ai eu personnellement au téléphone un certain nombre d'élus. Je me suis engagée effectivement à mettre en mouvement la construction de ce nouvel établissement pénitentiaire à Angers. Et vous savez, Monsieur le Sénateur, que nous avons déjà le terrain et que c'est évidemment un engagement que j'ai pris avec Monsieur le maire, et ça vaut pour l'ensemble du territoire, que bien entendu de construire cet établissement dans un délai qui sera effectivement après 2022, mais nous avons la certitude avec le terrain, la construction d'un établissement de 400 places, que nous aurons bien cet établissement à Angers et que cela permettra effectivement de quitter cet établissement qui, je crois, est classé pour partie de centre-ville et de créer peut-être de nouveaux paysages urbains. À Madame la sénatrice Benbassa, je partage votre souhait. Je veux précisément désengorger nos prisons. Je souhaite que nous puissions lutter contre la surpopulation carcérale, mais je ne souhaite pas que ce soit un objectif premier. Je souhaite que la diminution de la population carcérale résulte de la politique des peines que nous avons construite et que j'aurais aimé que vous votiez. C'est bien parce que la politique des peines que je propose tend à diminuer le nombre de courtes peines d'emprisonnement que j'espère pouvoir en conséquence avoir moins de détenus en prison. Je vous le disais tout à l'heure, 90 000 peines par an sont prononcées de moins de 6 mois. C'est là que l'on trouve la majeure partie de nos personnes qui sont détenues, là et dans la détention provisoire. Donc il faut vraiment que nous agissions là-dessus. C'est l'objet du projet de loi que je porte. La conséquence devrait en sera la diminution de la population carcérale. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas pour continuer le dialogue, ce n'est pas que du capacitaire, c'est aussi du qualitatif. Si nous construisons 15 000 places, ce n'est pas que pour ouvrir de nouvelles places, c'est aussi évidemment pour faire en sorte que l'on puisse conduire dans les établissements plus d'activités, donc plus de réinsertion, aller vers l'encellulement individuel et donc avoir une meilleure condition de vie pour les détenus. C'est cet ensemble de politiques que je porte et c'est évidemment cela qui est pour moi essentiel. Et monsieur le sénateur Sueur, évidemment ce que je vise, c'est de la détention dans les meilleures conditions. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne propose pas que des peines alternatives à la prison, mais aussi des peines autonomes qui seront sans lien avec la prison. À l'article 43, nous allons examiner 2 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 186 du gouvernement. Madame la ministre.
Oui, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, nous abordons là un nouveau chapitre du projet de loi qui est le titre en réalité, qui est consacré aux peines. Et donc, je vous présente un amendement qui s'attache au fond à dire quelle est la nouvelle politique des peines que le gouvernement souhaite proposer. Cette nouvelle politique que je propose, elle est destinée à la fois à permettre que les peines soient mieux adaptées à la réalité de la situation des personnes qui seront condamnées, à permettre également aux tribunaux de prendre toutes leurs responsabilités dans le prononcé des peines et à permettre enfin que les peines, une fois prononcées, soient mieux exécutées. Ce sont, je crois, ces trois éléments qui fondent la nouvelle politique des peines que je vous propose, que je vous présente. De ce fait, la nouvelle échelle des peines propose une lecture plus aisée de différents seuils. Cette lecture repose donc sur les seuils suivants. Jusqu'à 1 mois, je vous propose de proscrire les peines d'emprisonnement. Entre 1 et 6 mois, le principe général, c'est celui de l'exécution de la peine en dehors de l'établissement pénitentiaire. C'est le principe général. Ça n'exclura pas, en tant que de besoin, un recours à l'emprisonnement. Entre 6 mois et 1 an, c'est le tribunal lui-même, qui se prononcera sur les conditions d'aménagement ou de non-aménagement de la peine. Sur la base d'un choix éclairé par le renforcement des enquêtes de personnalité, le tribunal décidera soit d'aménager la peine ab initio, soit de demander au JAP de le faire, soit de rendre immédiatement effective une peine de prison, soit d'exécuter la peine de prison en délivrant un mandat de dépôt différé. Le tribunal retrouvera donc son rôle plein et entier dans l'individualisation de la peine. Il sera davantage responsabilisé et ses décisions seront mieux respectées. Au-dessus de 1 an, il n'y aura plus d'aménagement systématique ab initio des peines d'emprisonnement. Cette politique volontaire qui vise à mieux lutter contre la récidive grâce, je vous le disais tout à l'heure, à une meilleure adaptation de la peine à la nature de l'infraction, à sa gravité, à son auteur et à sa situation, requiert la création de peines autonomes, donc qui ne seront plus référencées par rapport à l'emprisonnement, de peines autonomes qui permettront de mieux lutter contre la récidive. Je vous propose donc de rétablir les dispositions de l'article 43 modifié telles qu'elles apparaissaient dans le projet de loi en faisant 4 choses. D'abord, en maintenant la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, peine autonome de DDSE, qui est en effet de nature à diminuer le prononcé des peines d'emprisonnement. Je vous propose ensuite de ne pas supprimer la peine de sanction-réparation, car cette peine constitue dans de nombreux cas une réponse pénale appropriée qui garantit les droits des victimes. Je vous propose également de ne pas supprimer l'institution ancienne et reconnue du sursis avec mise à l'épreuve au profit d'une peine autonome de probation, telle qu'elle a été proposée par la commission des lois, qui ne constituerait en réalité que la reprise sous un nom différent de la peine de contrainte pénale, dont l'expérience montre qu'elle n'a pas été acceptée par les tribunaux. Je vous propose en réalité d'assurer la mise en œuvre de mesures de probation individualisées et renforcées en améliorant le sursis avec mise à l'épreuve qui sera dénommé sursis probatoire et qui comprendra l'ensemble des outils qui sont contenus dans la contrainte pénale. Enfin, je crois utile de transformer le suivi socio-judiciaire en peine principale applicable à tous les délits et crimes, ce qui revient sur la spécificité de cette mesure orientée vers les auteurs d'infractions à caractère sexuel et aurait
pour conséquence que cette peine s'ajoute à la peine privative de liberté et donc d'aggraver de façon inutile la répression. Donc je crois inutile de transformer le suivi socio-judiciaire en peine principale. L'amendement que je vous présente supprime dès lors l'article 131-3 du Code pénal fixant l'échelle des peines en matière correctionnelle. Nous supprimons de cet article les références à la peine de probation et au suivi socio-judiciaire, tout en y rétablissant la notion de sursis probatoire ainsi que les dispositions sur la peine de détention à domicile. Nous y maintenons également les dispositions sur la peine de sanction-réparation. Cet amendement rétablit également les dispositions qui permettent de prononcer un travail d'intérêt général en l'absence du condamné, dont le consentement à l'exécution des travaux sera recueilli ensuite par le juge de l'application des peines, qui pourra, notamment en cas de refus, convertir l'emprisonnement sanctionnant le refus d'exécution en peine de jour amende. L'amendement reprend cependant les coordinations qui ont été ajoutées par la commission des lois et qui avaient été omises par le projet. Il prévoit également, comme l'avait fait la commission, que le tribunal ne pourra prononcer qu'un stage et non plusieurs à titre de peine principale ou complémentaire. Voilà, Madame la Présidente, l'amendement que je propose. Merci Madame la Ministre. Pour un amendement identique, Monsieur Théophile, le 258. Madame la Présidente, chers collègues, cet amendement vise à rétablir l'échelle des peines ainsi instituées par la version initiale du présent article, inclure le placement sous surveillance électronique au sein de l'échelle des peines principales correctionnelles immédiatement après l'emprisonnement constitue à tout point de vue une mesure de bon sens. Celle-ci n'apparaît pas seulement comme une modalité d'exécution de l'emprisonnement ou de la réclusion criminelle. C'est, chers collègues, factuellement une mesure privative de liberté autonome, distincte de l'une et de l'autre dans la mesure où, précisément, il exclut tout enfermement dans un établissement pénitentiaire sans pouvoir être considéré pour autant comme un retour à un état de liberté partielle. Quant à l'introduction de la peine autonome de probation dans l'échelle des peines effectuées par notre commission, la logique sous-jacente de l'autonomisation de cette peine est compréhensible, mais ne soyons pas dupes, elle ne fait que remasteriser la peine de contrainte pénale dont on sait rétrospectivement qu'elle n'avait pas obtenu les faveurs des juridictions répressives. Ce tour de passe-passe ne résorbera donc en rien le déficit de crédibilité de la contrainte pénale. Le sursis probatoire renforcé dont il est partiellement la résultante apparaît plus solide pour favoriser la réinsertion et prévenir la récidive. Enfin, nous nous opposons à la suppression de la peine de sanction-réparation qui, en dépit de sa nature hybride, alternative ou complémentaire, possède une fonction réparatrice d'une importance fondamentale. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques, Monsieur le rapporteur? Madame le Président, sur ces deux amendements identiques, la Commission a émis un avis défavorable. Pour quelle raison? Parce qu'évidemment, ces amendements reviennent au texte initial qui a été modifié par la Commission des lois. En particulier, je voudrais préciser que ces amendements visent à rétablir plusieurs dispositions de l'article 43. Ainsi, les amendements rétablissent la création d'une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique que nous avions supprimée, suppriment la création d'une peine autonome de probation que nous avions créée, suppriment la place donnée au suivi socio-judiciaire que nous avons renforcé et rétablit la possibilité de prononcer un travail d'intérêt général en l'absence du condamné, ce que nous avions évité. C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable. Mais je voudrais au moins sur un point particulier, qui est le point, semble-t-il, le plus saillant en la matière, qui est l'opposition à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, avec un nouvel acronyme, le DDSE. La simple transformation du PSE, qui est évidemment le dispositif existant que nous connaissons, en peine autonome n'est qu'une disposition cosmétique en fait qui fait l'économie d'une véritable réflexion sur les facteurs d'explication de ce faible taux d'aménagement et c'est la raison de l'augmentation du prononcé des peines d'emprisonnement. Contrairement, je voudrais préciser, à une modalité d'application des peines, elle ne pourrait pas être facilement adaptée par le juge de l'application des peines. Alors, je veux dire, le DDSE serait pas
aménageables ou facilement aménageables par le JAP, alors que ce n'est pas le cas du PSE qui est beaucoup plus souple. Par exemple, en cas de perte du logement, le juge de l'application des peines n'aura le choix qu'entre l'emprisonnement ou la fin anticipée de la peine. Il ne sera pas possible de faire exécuter cette peine sous la forme d'un placement en centre de semi-liberté ou d'un placement extérieur dans une structure associative. Il est fort probable qu'aucune sanction ne soit effectivement prononcée en cas de manquement avéré du condamné à ses obligations de résidence à domicile. Cela renforcerait le sentiment d'impunité des condamnés et ne permettrait sans doute pas de restaurer le sens de la peine que nous souhaitons insuffler à travers ce texte. Le choix de créer une peine autonome de surveillance électronique apparaît d'autant moins justifié que le placement sous surveillance électronique est régulièrement critiqué pour son faible encadrement social et ses modalités d'exécution qui ne permettent pas véritablement de prévenir la récidive. La seule véritable contrôle est exercé sur le respect formel ou non des horaires d'assignation, sans contenu aidant à la réinsertion. D'autres magistrats suggéraient d'ailleurs plutôt d'ériger en peine autonome le placement en semi-liberté ou le placement à l'extérieur. C'est pour toutes ces raisons que sur les deux amendements, la commission des lois a émis un avis défavorable. Madame la ministre. Oui, je ne veux pas du tout... D'abord, je voudrais dire que sur ce sujet-là, j'ai des convictions, ce sont celles que j'exposerai, que j'entends et je respecte vraiment les propositions qui me seront faites parce que pour avoir un peu débattu avec monsieur le rapporteur Buffet, je crois que d'une certaine manière, nous ne sommes pas loin dans la philosophie des peines que nous souhaitons promouvoir. Et donc ensuite, ces fonctions pour nous de ce que évidemment nous ont dit les magistrats qui nous semblent et c'est ce qui fonde les propositions que nous faisons, mais évidemment je respecte beaucoup ce que vous me dites. Je voudrais juste ici préciser que à la fois nous créons le DDSE, la DDSE, la détention domiciliaire sous surveillance électronique comme peine autonome, mais bien sûr, nous gardons, en tant qu'aménagement pour les courtes peines d'emprisonnement, nous gardons trois solutions, à la fois le placement extérieur, le placement sous surveillance électronique et également la semi-liberté. Donc cela demeure bien entendu. Monsieur Théophile, pour explication de vote. Chers collègues, à ce jour, le recours aux aménagements de peine ab initio demeure encore limité. Ériger de la sorte le placement sous surveillance électronique en peine, faisant de lui non plus une simple modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement, mais bien une peine principale pouvant être prononcée en application des dispositions relatives aux peines de substitution figurant dans le Code pénal en remplacement de l'emprisonnement encouru, pourrait de toute évidence inciter les magistrats à y recourir davantage dès le stade du prononcé de la peine. Surtout, la transformation du PSE en peine permet d'en faire pour le juge une alternative sérieuse à l'emprisonnement ferme. C'est assurément un instrument de lutte contre la surpopulation carcérale endémique. Je note par ailleurs que ce dispositif ne rentre pas frontalement en contradiction avec la formule retenue par la commission des lois. Ce changement statutaire du PSE ne remet pas en effet en cause la possibilité actuelle de le prononcer en remplacement d'une peine privative de liberté au cours de l'exécution de celle-ci. J'ajoute enfin que nombre des obligations ou interdictions assortissant la libération conditionnelle constituent également des peines pouvant être prononcées comme telles par la juridiction de jugement. Monsieur Bigot, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues rapporteurs, Madame la Ministre. Je pense que vous avez raison Madame la Ministre, nous ne sommes pas ni les uns ni les autres aussi éloignés que ça sur ce sujet. Et je l'ai mesuré dans le travail que nous avons pu faire ensemble, François-Noël Buffet et moi, à la demande de la Commission, sur la nature, l'exécution et l'efficacité de la peine. Nous sommes, je crois, aujourd'hui, notamment face à la surpopulation carcérale et à l'importance de la récidive, convaincus que la sanction est nécessaire et qu'elle doit exister en tant que telle, mais qu'il faut aussi, à côté de la sanction, se préoccuper de la réinsertion.
nous n'aurons pas un texte qui sera parfait. Mais l'intérêt de l'article 43, tel qu'il a été rédigé par les rapporteurs, est d'affirmer d'abord clairement quelles sont les peines. La détention à domicile est une peine d'emprisonnement, même si elle est exécutée au domicile et sous bracelet électronique. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut dire que c'est une modalité d'exécution. La probation telle qu'elle est proposée n'est pas un sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Elle est une peine en tant que telle qui impose des obligations. Cette peine peut compléter une peine d'emprisonnement effective. Elle peut aussi se substituer à la peine d'emprisonnement qu'encourt le délinquant, parce que derrière les obligations qui lui sont mises dans la probation, on y reviendra plus loin sur les articles concernant la probation, il y a une mise en œuvre. Et quand on constate ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est des choses de cette nature. Quand vous dites que la contrainte pénale n'a pas été appliquée, je pense que la contrainte pénale n'a pas été comprise par les magistrats, les moyens n'ont pas été donnés et ils l'ont confondu avec le sursis avec mise à l'épreuve. D'ailleurs, vous-même aviez dit au début de votre travail que vous vouliez faire une synthèse entre le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Je crois qu'on y arrive, mais l'article 43, pour moi, il pose le principe des peines et ensuite il y a les modalités d'exécution. Y compris pour le suivi socio-judiciaire, parce que ça peut être une peine imposée en tant que telle. Quelqu'un qui va aller sur les sites pédopornographiques, faut-il l'envoyer en prison? Non. Faut-il lui imposer une peine de probation? Je n'en sais rien, mais par contre lui imposer un suivi socio-judiciaire, cela peut être utile. Donc je pense que c'est ça ce qu'il faut voir, c'est d'une part quelles sont les peines et ensuite quelles sont les modalités de leur exécution, en sachant que pour nous, les modalités de leur exécution devaient être vues par les magistrats au moment du prononcé, et que s'ils ne le peuvent pas, ils peuvent effectivement donner délégation, comme c'est déjà le cas, au juge de l'application des peines. Je pense que c'est cet équilibre que nous avons cherché, et les rapporteurs, j'en sais gré, ont repris le travail commun que nous avons fait, qui a été plutôt apprécié par la Commission, je crois. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 186 et le 258, avec un avis défavorable de la Commission, qui est pour leur adoption, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Nous avons un amendement 351 de la Commission. C'est M. Buffet qui va nous le présenter. Cet amendement vise à prolonger la logique des amendements adoptés en commission concernant les dispositions de l'article 43 et la simplification des dispositions relatives au prononcé des peines. Il convient effectivement d'aller au bout de la réforme en supprimant l'inscription dans la loi les différentes catégories de stages afin de permettre aux juridictions de définir le contenu de ces stages en les adaptant naturellement au profil des délinquants de leur territoire. L'idée étant de mettre de la souplesse et de laisser le tribunal correctionnel ou le magistrat adapter le stage auquel il soumettra le prévenu qu'il aura en face de lui. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la ministre ? Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je vous proposerai de retirer cet amendement, sinon je serai contrainte d'émettre un avis défavorable. Je vous en dis la raison. Vous voulez supprimer dans la loi la référence aux différents types de stages que les juridictions pourront prononcer. Et si j'ai bien compris votre amendement, il appartiendrait aux juridictions de décider elles-mêmes du contenu du stage qu'elles prononcent. Il me semble que cet amendement pourrait soulever des difficultés constitutionnelles, au regard du principe de l'égalité des délits et des peines. Il ne me semble pas tout à fait possible de déléguer ainsi au juge le pouvoir de définir le contenu de la peine qu'il prononce. Or, si je comprends bien, vous souhaitez que ce soit la juridiction qui définisse le contenu même du stage. Il me semble que c'est au législateur de définir précisément les peines qui doivent être prononcées. C'est pourquoi mon projet de loi, tout en simplifiant le régime de la peine de stage, définit la nature du stage qui peut être prononcé. Cela n'empêche évidemment en rien que le contenu du stage soit précisé par voie réglementaire, cela est tout à fait logique, et que son organisation se conçoive dans le cadre de partenariats qui pourraient être noués entre les parquets et les acteurs de terrain qui les mettent en œuvre. C'est d'ailleurs ce qui est aujourd'hui pratiqué et cela fonctionne bien. Et donc,
pour ces raisons-là, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement. À défaut, donc, je mettrai un avis défavorable. Monsieur le rapporteur. Madame le Président, la question qui se pose, qui est soulevée par Madame le Ministre, c'est la constitutionnalité de la décision, de l'amendement que nous proposons. Effectivement, en matière pénale, il est important que soit dans le texte, que la notion de stage soit bien consacrée comme étant une peine et apparaisse en tant que telle dans le dispositif juridique, ce qui me semble-t-il est le cas. On ne revient pas là-dessus. En revanche, c'est le contenu du stage qui n'est peut-être pas suffisamment défini ou qui mériterait d'être défini. Aujourd'hui, il est défini à la fois dans son principe, dans son quantum, dans sa durée. Donc là, de ce point de vue-là, les choses me paraissent assez claires. En revanche, effectivement, c'est vrai qu'il peut exister plusieurs formes de stage. Bon, je serais tenté de vous dire, gardons l'amendement et allons plus loin dans la réflexion. S'il y avait un risque quelconque, on pourrait le reprendre ensuite, parce qu'il n'est pas question pour le Sénat d'avoir une mesure anticonstitutionnelle. Ça, c'est très clair. Mais il me semble qu'au stade de la réflexion, nous pouvons le conserver et voir ensuite de l'évolution. Merci. Madame la ministre. Oui, c'est un sujet, je le comprends tout à fait, mais alors, de ce fait, dans l'état, je préfère émettre un avis défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 351 avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Un autre amendement de la commission, le 352, monsieur le rapporteur. C'est un amendement de coordination. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre? Pardon, favorable, madame la présidente. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. Un autre amendement de la commission, le 353, monsieur le rapporteur. Toujours de coordination, madame. Madame la ministre. Et toujours favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement 353 avec un avis favorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre. Il est adopté. L'amendement 305 rectifié, c'est monsieur Arnel qui va nous le présenter. Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au moment de son instauration par la loi du 10 juin 1983, la nouvelle peine de travail d'intérêt général poursuivait deux objectifs. Comme le soulignait dans son rapport le sénateur Marcel Woodloff, permettre aux délinquants à la fois d'accomplir sa peine en rendant service à la communauté et préparer sa réinsertion. Dès sa création, cette peine se distingue donc dans la logique à la peine des travaux forcés, abolie en France par l'ordonnance du 4 juin 1960, qui visait à une unique finalité rétributive, l'individu condamné devant réparer le tort causé à la société par son travail. En outre, la dimension de mise au service de l'intérêt général est également une différence importante qui n'était pas évidente au temps des travaux forcés. Nous considérons que l'esprit initial des TIG, reposant sur ces deux logiques, doit être préservé. Or, la proposition d'étendre la possibilité d'effectuer ces travaux au sein d'entreprises de l'économie sociale et solidaire nous paraît s'en éloigner. Sur le plan de la mise au service de l'intérêt général, la référence à l'économie sociale et solidaire est déjà plus proche de l'idée que l'on se fait de l'intérêt général, mais un doute subsiste et pourrait également subsister dans la tête du condamné. Enfin, sur le plan de la réinsertion, le dispositif actuel ne prévoit, semble-t-il, aucune mesure de sensibilisation ou de formation dans les entreprises chargées d'accueillir ces TIG, alors qu'il ne s'agit pas d'un recrutement anodin. Comment s'assurer de l'efficacité du dispositif dans ces conditions? Nous considérons donc que les efforts devraient en premier lieu se concentrer sur l'amélioration de la mise en œuvre de ces TIG et des sanctions en cas de manquement au sein des services publics et associatifs, de même que sur l'étuyage entre ces TIG. Monsieur Arnel, quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur? L'avis de la Commission, chers collègues, est défavorable à cet amendement de suppression. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est l'expérimentation qui a été prévue dans 43, qui permettent de réaliser des travaux d'intérêt général auprès de personnes morales de droit privé.
mais pas de n'importe quel droit privé, relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire uniquement. Bon, c'est tout de même assez intéressant, ce dispositif. On a déjà beaucoup de mal en matière de travaux d'intérêt général à trouver des solutions en matière privée. D'une part, c'est compliqué avec les collectivités locales ou les collectivités publiques. Donc on essaye, j'ai cru comprendre que le gouvernement essayait, à travers cet amendement, d'élargir le prisme et de trouver le plus de solutions possibles, ce qui nous paraît c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle la Commission, au regard du texte, a jugé qu'il s'agissait d'abord d'une expérimentation pour 3 ans, donc qui méritera bien sûr d'être évaluée le moment venu, et d'autre part, le nombre de places offertes, je viens de le dire, en matière de travail d'intérêt général est aujourd'hui très insuffisant. Toutes les personnes que nous avons consultées dans le cadre des auditions sur ce sujet particulier des travaux d'intérêt général ont attiré notre attention sur la grande difficulté à pouvoir trouver les solutions, la très très grande difficulté qu'elles ont. Or, un des enjeux du texte, c'est naturellement d'avoir un panel de peines qui soit suffisamment large pour le juge, pour qu'il puisse les adapter aux personnes qu'il a devant lui. Et le travail d'intérêt général pour un grand nombre de personnes qui comparaissent a vraiment du sens. Et donc, on ne veut pas se fermer toutes les portes. Voilà, donc c'est... À la limite, je vous demanderai le retrait. Parce que en cette fin de séance, on n'a pas envie d'être désagréable, donc on demande le retrait. À défaut, ce sera un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? Monsieur le sénateur, ce sera également une demande de retrait pour les raisons suivantes. Monsieur le rapporteur a remarquablement compris ce que nous voulions faire, donc je ne vais pas reprendre. Voilà, en tout cas, ça mérite d'être souligné. Je ne dirais pas autre chose. Donc, au-delà des explications qu'il vient de vous donner, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que sur le travail d'intérêt général, nous souhaitons mettre en place une agence du travail de l'intérêt général pour vraiment impulser une vraie politique autour de cette question-là. Nous devrions pouvoir sortir le texte dans les semaines qui viennent pour créer cette agence. Cette agence aura un outil qui sera une plateforme. Sur cette plateforme, nous pourrons d'abord habiliter les structures qui pourront proposer du travail d'intérêt général. Y figureront également les postes précisément retenus qui seront proposés comme travail d'intérêt général. Et bien sûr, dans l'ensemble du dispositif, nous prévoyons la formation des tuteurs pour pouvoir accompagner les personnes qui effectueront cette peine de travail d'intérêt général. Donc je souhaitais vous apporter ces précisions. C'est un dispositif global que nous avons conçu. Monsieur le Président Philippe Bas. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais joindre ma voix à celle de Madame le garde des Sceaux et de notre collègue François-Noël Buffet, co-rapporteur de ce texte, en vous rappelant, chers collègues, à l'appui de cette demande de retrait, que le développement des travaux d'intérêt général a marqué le pas depuis plusieurs années. Or, nous ne cessons, d'ailleurs sur tous les bancs de notre Assemblée, ce n'est pas une chose qui nous distingue, de nous inquiéter du fait que la préférence pour des condamnations à des peines d'enfermement reste prégnante dans notre pays. Et au moment où nous recherchons les moyens de développer les alternatives à l'incarcération, qui présentent de grands avantages à la fois pour éviter d'exposer des jeunes délinquants à l'école de la récidive, qui est parfois la prison, mais aussi pour les amener à gagner en maturité dans un environnement favorable qui peut préparer une insertion durable. Je crois qu'il est utile de rechercher les moyens d'élargir les possibilités de recourir au travail d'intérêt général. Ce n'est pas en prison que les détenus vont pouvoir faire l'apprentissage d'un métier ou rendre service à la collectivité, car malheureusement, Madame le garde des Sceaux, malgré tous les efforts que vous faites et qui viennent compléter ceux de vos prédécesseurs,
prédécesseurs, nous ne sommes pas, comme en Allemagne, dans une situation où nous pourrions dire que les efforts de préparation des détenus à la réinsertion professionnelle ont réellement donné tous les résultats qu'on était en droit d'espérer. Par conséquent, le travail d'intérêt général, oui, il faut le dire, reste une formule utile. Et je crois qu'en interdisant le secteur de l'économie sociale et solidaire d'accueillir des condamnés à des peines de travail d'intérêt général, on se prive d'une possibilité. L'économie sociale et solidaire, ce n'est tout de même pas les travaux forcés dans l'industrie capitaliste, pardon d'utiliser des termes caricaturaux, mais je le fais à dessein. Il y a au fondement même de ce secteur de l'activité économique une démarche humaniste tout à fait respectable et qui n'est pas moins respectable que la démarche des collectivités publiques qui ont aujourd'hui le monopole de l'accueil des bénéficiaires, ou plutôt des condamnés à des travaux d'intérêt général. Donc je ne vois pas quelle serait la raison presque philosophique ou politique qui devrait exclure l'économie sociale et solidaire de cette possibilité d'accueil des bénéficiaires, plutôt des condamnés qui bénéficient de cette alternative à la peine de prison. Il me semble au contraire qu'il faudrait essayer de lever le goulet d'étranglement que nous avons constaté. Et je sais bien qu'aujourd'hui, l'abandon par le gouvernement de la plupart des contrats aidés fait qu'un certain nombre de communes pourraient être mieux disposées à l'égard des travaux d'intérêt général parce qu'elles se trouvent dans de grandes difficultés pour assurer un certain nombre de missions, faute de moyens et compte tenu de l'évolution de leurs ressources. Mais je ne suis pas sûr que cela suffise, parce que dans nos communes, et surtout les communes de petite taille ou de taille moyenne, l'encadrement fait défaut. Il faut très souvent que ce soit le maire qui s'en occupe lui-même pour accueillir le condamné à un travail d'intérêt général. Et je crois qu'il ne faut pas faire peser sur nos communes une charge excessive de collaboratrices du service public pénitentiaire. Et en raison de tous ces éléments, en essayant de peser le pour et le contre, je me dis, chers collègues, que si vous aviez la possibilité de retirer cet amendement, vous offririez, parce que je craindrais que notre Assemblée ne l'adopte, évidemment, si vous acceptiez de retirer cet amendement, vous offririez en réalité une chance supplémentaire d'insertion professionnelle et sociale à de jeunes délinquants pour lesquels le travail d'intérêt général est décidément la meilleure solution. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi patiemment. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Arnel, je vous en prie, souhaitez-vous retirer cet amendement? Madame la Présidente, bien entendu, Madame la garde des Sceaux et Monsieur le rapporteur, j'entends vos arguments. Vous verrez que dans la liste des signataires, il n'y a que, chose qui n'est pas habituelle, il n'y a que la moitié des sénateurs RDSE. Ça signifie donc qu'une autre moitié est déjà dans cette logique-là. L'autre moitié signataire de cet amendement se posait simplement un certain nombre de questions et souhaitait avoir un certain nombre de précisions. Et la précision la plus particulière que nous recherchons, c'est est-ce que ça va nous permettre de nous tenir à la définition même des TIG, telle que nous l'entendions. Permettre aux délinquants à la fois d'accomplir sa peine en rendant service à la communauté. C'était ça l'interrogation principale. Mais moi, je suis là pour faire avancer les choses, hein, chers collègues. Et puis, bien entendu, la prison, l'univers carcéral n'est pas ce qu'il faudrait lorsque une peine alternative est possible. Et donc, de ce point de vue-là,
j'accepte de retirer l'amendement. Merci, Monsieur Arnel. Monsieur le Président Bas. Permettez-moi, Madame la Présidente, de reprendre un instant la parole, mais tout simplement pour remercier notre collègue de sa compréhension. J'apprécie votre geste, cher collègue. Voilà, mes chers collègues, je constate que nous avons bien travaillé aujourd'hui puisque nous avons examiné 51 amendements tout au long de cette journée. Il ne nous en reste que 98 à examiner. Alors, si vous en êtes d'accord, et comme ce texte est inscrit à l'ordre du jour de la semaine prochaine, moi, je vous propose que nous levions la séance à cet instant, il est 19 h, et que nous poursuivons l'examen de ce texte à partir de mardi prochain, si vous en êtes d'accord. Le gouvernement est d'accord. Voilà. Il me reste encore à vous faire voter sur l'article 43. Monsieur Ouzoulia, vous souhaitez une explication de vote sur l'article 43? Alors, très rapide. Je vous en prie. Voilà, parce que je ne voudrais pas vous priver du plaisir de partir plus tôt. Non, juste un petit point pour dire qu'on a été très intéressé par la discussion qui a eu lieu, et de voir avec plaisir que la logique qui faisait que depuis plusieurs années, systématiquement, l'échelle des peines était rendue plus dure, cette logique reculait. Ce que nous souhaitions, Madame la Ministre, et je vous le dis très rapidement, c'est que dans votre projet de programmation, il y ait des moyens supplémentaires qui soient offerts pour tout ce qui permet la réinsertion et les aménagements de peine. On ne les trouve pas dans votre programmation, et c'est malheureusement ce qui va nous obliger à voter contre cet article, malgré tout le bénéfice que nous trouvons à ce consensus naissant. Je vous remercie. Monsieur Bignon, pour explication de vote. Madame la Présidente, je me suis réveillé un peu tard pour intervenir sur l'amendement sur les TIG. Je voulais juste faire part d'une expérience personnelle. Il n'y a pas que les collectivités qui sont privées par la suppression ou la diminution massive des emplois aidés, il y a également les associations. Et je préside une association qui pilote une banque alimentaire et une épicerie solidaire, et je serais bien heureux de pouvoir accueillir un TIG dans cette association qui sera encadrée par les bénévoles nombreux et efficaces qui travaillent pour le bien commun sur les gens qui ont du mal à se nourrir convenablement. Et je suis convaincu que ce type de sujet serait tout à fait de nature à faire prendre conscience à des gens qui ont un peu dévié à un moment que d'aider leurs concitoyens dans la difficulté sur des sujets aussi lourds que l'aide alimentaire pourrait peut-être les remettre dans le droit chemin utilement. En tout cas, moi, je serais prêt à m'y employer. Merci, Madame la Ministre. Vraiment 2 mots, Madame la Présidente. D'abord pour remercier Monsieur le Sénateur de son offre. Je pense que c'est très utile et ça correspond tout à fait à la logique que nous voulons développer. Juste un chiffre, il y a aujourd'hui, les TIG représentent 6% des peines qui sont prononcées. Et évidemment, nous voudrions accroître ce chiffre parce que, Monsieur le Président Bas l'a dit tout à fait remarquablement, c'est vraiment une réponse qui est pertinente. Et je regrette que Monsieur le Sénateur Ouzoulias m'ait annoncé un vote négatif. Peut-être va-t-il revenir sur sa décision, car en réalité, Madame Assassi, n'essayez pas d'influencer votre collègue, parce que en réalité, des moyens supplémentaires, nous les avons inscrits dans le projet de loi. À titre d'exemple, mais seulement à titre d'exemple, je vous rappelle que nous avons décidé de recruter 1500 conseillers d'insertion et de probation supplémentaires. Ce sont eux qui aideront, entre autres, à suivre les TIG dont nous parlons à l'instant. Voilà, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je mets aux voix l'article 43 qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. L'article 28, donc l'amendement numéro 28 rectifié, toujours Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. L'article 28 vise à étendre le recours à l'enquête sous pseudonyme ou cyber-infiltration. Ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français, mais est pour le moment limité à un usage destiné aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée, soit pour des méfaits extrêmement graves, classant cette mesure dans le régime d'exception.
L'article initial du projet de loi était excessif, visant à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou un crime entraînant une peine d'emprisonnement. Cette extension paraissait dangereuse dans la mesure où elle mettait fin au monopole de l'emploi de cette mesure par des services spécialisés, alors même qu'une telle technique d'enquête, équivalente à l'infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus spécifiquement aux techniques d'infiltration numérique. La commission des lois a assoupli le dispositif prévu par le texte par un amendement du rapporteur, ramenant l'extension de cette mesure aux infractions nécessitant une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement. La commission a également ajouté un contrôle accru des magistrats lorsqu'une enquête sous pseudonyme serait diligentée. Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l'article 28. Nous réprouvons simplement le recours même à ce type d'enquête qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Ainsi, le présent amendement tend à supprimer l'article 28. Merci. Sur cet amendement, l'avis de la Commission, Monsieur Buffet. Oui, l'amendement est contraire à la position de la Commission, donc l'avis est défavorable. Madame la Ministre. Avis défavorable également, parce qu'il est contraire à la position du gouvernement. Je m'expliquerai dans un instant. Merci. Donc, pas d'explication de vote. Donc, je mets aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. Donc, il n'est pas adopté. L'amendement suivant, donc l'amendement du gouvernement, Madame la Ministre, le 232. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. La procédure d'enquête sous pseudonyme consiste à autoriser les enquêteurs à communiquer sur Internet sans utiliser leur véritable identité, communiquer évidemment avec des suspects. Introduite en 2007 dans le but de constater des infractions de mise en péril des mineurs, et notamment sur les questions de pédopornographie, la procédure d'enquête sous pseudonyme a par la suite été élargie à d'autres contentieux tels que l'environnement, la santé publique, etc. Il résulte des réformes successives plusieurs dispositions éparses dans le Code de procédure pénale dont la rédaction n'est pas harmonisée, ce qui nuit à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle je propose l'amendement que je défends devant vous et qui vise à revenir sur plusieurs modifications qui ont été introduites par la Commission des lois par rapport à l'amendement initial du gouvernement. Le gouvernement souhaite en effet, d'une part, maintenir le principe selon lequel l'autorisation du magistrat pour acquérir ou transmettre des contenus ou produits illicites peut être donnée par tout moyen. Le fait de prévoir une décision écrite et motivée du magistrat nous semble en effet alourdir inutilement la procédure et ne va pas dans le sens de la simplification qui, je vous le rappelle, est un objet principal du projet de loi que je porte. Nous ne souhaitons pas, par ailleurs, restreindre la procédure d'enquête sous pseudonyme aux délits punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement pour les raisons suivantes. D'abord parce que l'extension à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement que nous proposons tire les conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi que de l'importance prise par ces services dans la vie économique de notre pays. Par ailleurs, le critère de l'emprisonnement encouru proposé par le gouvernement n'apparaît, ne me semble pas en tout cas manifestement disproportionné, s'agissant d'une technique qui ne porte pas, contrairement aux autres techniques spéciales d'enquête, comme les écoutes téléphoniques, la géolocalisation, etc., atteinte au droit au respect de la vie privée, dès lors que les contenus mis sur Internet l'ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes. Enfin et surtout,
parce que la restriction aux seules infractions punies d'une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement proposée par la commission des lois, je le redis ici, constituerait un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cela est aujourd'hui possible. Par exemple, dans les affaires d'acquisition ou de consultation d'images pédopornographiques, qui est un délit puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement. Donc la proposition de la Commission nous obligerait en quelque sorte à revenir en arrière, et c'est la raison pour laquelle je vous propose l'amendement que je vous soumets à l'instant. Merci. Donc l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable à cet amendement du gouvernement. Il est contraire évidemment à l'avis de la Commission qui a souhaité réduire, ou en tous les cas faire attention à ce que l'élargissement qui est prévu en termes d'infiltration, ce qu'on appelle l'infiltration, ne soit pas trop large et que nous soyons dans des proportions raisonnables. C'est comme ça que la Commission des lois apprécie les choses et ne souhaite pas modifier sa position. Merci. Madame la Ministre. Alors attendez, peut-être Madame, en explication de vote, Madame Harribey. Merci Monsieur le Président. En effet, nous, on considère en fait que il y avait un certain nombre de choses qui nous posaient problème. C'est que cette technique en fait sous pseudonyme, d'enquête sous pseudonyme, posait un problème et qu'elle ne pouvait être efficace que si elle était réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité. Au départ, notre groupe avait déposé un amendement de suppression, mais avec les évolutions du texte en commission, avec 4 éléments qui nous semblent importants, le fait de rehausser le seuil qui permet le recours à cette technique, le fait de préciser que les actes doivent s'effectuer sous le contrôle de magistrats, le fait aussi de prévoir l'autorisation du procureur de la République, et rappeler que l'incitation, la provocation ou le recours à ce stratagème pour commettre une infraction est prohibé pour ne pas porter atteinte au principe de la loyauté des preuves. Ces éléments-là nous paraissent des éléments qui permettent de limiter les risques que nous avions vus. Et en même temps, compte tenu du droit en vigueur caractérisé par un éparpillement et une absence d'harmonisation de ce régime, l'objectif poursuivi de clarification est justifié pour nous. Le seuil retenu est un élément important et donc il nous semble que la proposition de la Commission des lois est équilibrée. Et c'est pour ça que nous n'avons pas redéposé notre amendement de suppression et que nous suivons la Commission sur ce plan. Merci. Il n'y a pas d'autres explications de vote, mais Madame la Ministre, vous voulez intervenir, oui. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais effectivement intervenir. D'abord pour répondre à la question de la formation. Je voudrais évidemment, ça me semblait tellement évident que je ne l'ai pas précisé, les personnes qui effectuent ces enquêtes sous pseudonyme sont évidemment des cyberpatrouilleurs qui sont spécialement formés pour ces techniques. C'est absolument évident. Premier élément. Deuxième élément, je rappelle que dans le texte que nous vous proposons, l'autorisation du procureur, donc d'un magistrat, est systématiquement donnée a priori. Cela n'existait pas. Nous renforçons les garanties, je le dis pour Madame la sénatrice de La Gontrie par rapport à sa prise de parole initiale, je le dis également aux autres sénateurs et sénatrices qui craignaient que nous allions systématiquement à l'encontre des garanties et des libertés. Ici, on crée une nouvelle garantie. L'autorisation du procureur est systématiquement donnée. Cela n'existe pas. Enfin, dernier point, mesdames les sénatrices, mesdames, messieurs les sénateurs, j'en appelle tout de même ici à votre responsabilité. L'amendement qui est proposé par la Commission vise à effectuer un retour en arrière par rapport à la situation qui existe et donc à empêcher de conduire des enquêtes sous pseudonyme alors que nous avons ici à prendre en charge, par exemple, des crimes de nature pédopornographique. Nous ne pourrons plus le faire avec l'amendement proposé par la Commission des lois. Bien, donc merci. Donc là, on vote sur l'amendement du gouvernement
avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Donc je vais mettre aux voix l'article 28. Sur l'article 28, qui est pour l'article 28? Contre? Abstention? Donc l'article 28 est adopté. Article 29, donc deux amendements identiques. L'amendement 29 rectifié, Madame Esther Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Le présent article tend à unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête de sonorisation, de captation d'images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Dans sa version initiale, il ouvrait également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d'enquête pour les crimes et pas seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée. Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l'article proposé par l'exécutif reste problématique, visant à incorporer dans le droit commun des dispositions qui jusqu'ici appartenaient au régime d'exception. Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre Assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée. Pour cette raison, cet amendement demande la suppression de l'article 29. Merci. Merci. Donc le 91, Madame Sophie Joissaint. Oui, pour les raisons sus-évoquées sur l'article 27, je vais retirer mon amendement. Néanmoins, il y a une chose qui m'a interpellée dans votre raisonnement, Madame la Ministre, c'est lorsque vous parlez effectivement d'élargir, à mon sens, de manière inconsidérée, les techniques d'investigation à des seuils aussi bas, mais que vous nous parlez de peines, par exemple, par rapport à la pédopornographie, qui sont équivalentes à 2 ans, mais je pense que c'est ça qu'il faut revoir. C'est certaines peines correspondantes à certains délits. Excusez-moi, mais ça n'appartient qu'à moi, mais pour moi, c'est pas 2 ans de la pédopornographie, c'est une complicité de crime. Et ça devrait être sanctionné beaucoup, beaucoup plus lourdement. Moi, je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir les choses, et pas à l'inverse. Merci. Donc, sur ces deux amendements, l'avis de la Commission ? Il me semble que Mme Joissaint a retiré son amendement, non, sauf de ma part. Donc non, mais un qui est retiré. Donc, l'amendement qui demeure, qui est celui de Mme Benbassa. Oui. Il reste effectivement le 29 rectifié. L'avis est défavorable, puisque c'est un amendement de suppression qui est contraire à la position de la Commission. Madame la Ministre, même avis. Avis défavorable. Même avis. Donc, s'il n'y a pas d'explication de vote, je mets aux voix le 28 rectifié, avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, donc il n'est pas adopté. Ensuite, le 233, donc amendement du Gouvernement, Madame la Ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Cet amendement a pour objectif de revenir sur plusieurs modifications qui ont été introduites par la Commission des lois dans cet article qui donc vise à l'extension des techniques spéciales d'enquête au crime. Donc nous souhaitons revenir sur 2 points essentiellement. Nous souhaitons maintenir l'extension de certaines techniques spéciales d'enquête à tous les crimes, et plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité ou de la délinquance organisée. Il nous semble en effet que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, qui sont punies d'au moins 15 ans de réclusion, justifie que ces techniques puissent être utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu'il s'agisse par exemple d'assassinats, d'une série d'homicides, de viols, d'enlèvements, notamment de mineurs. L'impossibilité actuelle de recourir à ces techniques dès les premières heures de l'enquête
prive les enquêteurs de moyens qui leur permettraient d'orienter efficacement leurs recherches, de privilégier ou d'écarter rapidement certaines hypothèses d'enquête. Donc c'est la première raison qui nous pousse à vouloir réintroduire l'amendement tel que nous l'avions initialement construit. Nous souhaitons également supprimer plusieurs dispositions proposées par la commission des lois et qui nous semblent alourdir ou complexifier inutilement le régime applicable à ces techniques d'investigation et qui ne vont pas dans le sens de la simplification des procédures pénales, de la procédure pénale. J'en cite 3. D'abord, la suppression de la durée maximale de 24 heures pour la captation de données stockées, qui ne s'effectue pas dans la durée puisqu'il s'agit de saisir un stock de données et qui opère une confusion avec la captation de données informatiques qui peut, quant à elle, s'inscrire dans la durée puisqu'il s'agit d'intercepter un flux de données. Nous voulons également aller vers la suppression de l'information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, alors précisément que la mission du procureur de la République est pourtant de diriger, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de diriger la police judiciaire. Enfin, nous souhaitons la suppression de la restriction de la procédure d'urgence aux seules atteintes graves aux personnes, alors que ce régime d'urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée. Cela constitue par ailleurs un recul, à nouveau, par rapport au droit existant, qui prévoit déjà cette possibilité. Enfin, je souhaite pouvoir voir rétablie la possibilité pour le juge d'instruction de se dispenser de l'avis du procureur de la République en cas d'urgence. Voilà, mesdames et messieurs, l'objet de l'amendement que je vous propose. Merci, monsieur le rapporteur. Donc l'avis de la commission sur c'est un avis défavorable. Chacun a bien compris que ce n'était pas la position de la commission. Merci. Donc sur cet amendement du gouvernement, pas d'explication de vote. Donc je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient, donc il n'est pas adopté. L'amendement suivant, le 113, Madame Joissains. Merci, Président. Celui-là, je le maintiens. Je le maintiens parce qu'il me semble que ces techniques sont, ce que l'on dit depuis tout à l'heure, très intrusives, dangereuses à mon sens, et qu'il faut au moins que leurs autorisations puissent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de l'instruction. Ça me paraît être un minimum dans les droits de la défense. Voilà. Et je voudrais rajouter quand même aussi une chose, c'est que si je suis un peu vent debout depuis tout à l'heure contre toutes ces techniques d'investigation, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes en démocratie. Mais demain, si quelqu'un de très extrémiste, de dictateur arrivait au pouvoir, eh bien tout de suite, nous ne le saurions plus du tout. On n'aurait même pas les moyens de se défendre. Merci. Donc, sur cet amendement, l'avis de la commission, M. Buffet. Oui, c'est un avis défavorable à cet amendement parce que les nouvelles techniques d'enquête ne sont pas des procédures contradictoires. Donc, il faut impérativement pouvoir mener l'enquête, mener ces procédures jusqu'au bout, sans que la personne qui est surveillée, évidemment, puisse être informée. Dès lors qu'elle pourrait exercer de votre recours, cela voudrait dire qu'elle est informée. Et alors, toute l'enquête n'aurait plus de sens. Enfin, tous les moyens mis en œuvre n'auraient plus de sens. Donc, avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Oui, pour la même raison. Ces techniques spéciales d'enquête sont évidemment mises en place à l'insu de la personne qui est soupçonnée. Et donc, évidemment, toute autre solution n'a pas de sens dans ce cas-là. Explication de vote, Madame. Oui. Juste rajouter quelque chose, parce qu'effectivement, on me fait observer. Pardon. Je ne suis pas correcte. On me fait observer que j'ai omis de préciser que les éléments qui seront issus de ces techniques sont entourés de garanties. D'une part, la décision de déclencher les investigations, je l'ai dit tout à l'heure, elle est prise par un juge. Elle est prise par un juge. Bon. Et d'autre part, juge qui évidemment va apprécier la nécessité de recourir à ces moyens. Et d'autre part, les éléments qui vont être issus
de la mise en place de ces techniques spéciales d'enquête pourront faire l'objet d'un recours en nullité lorsqu'ils seront soumis au débat contradictoire pendant l'instruction et pendant l'audience de jugement. Donc vraiment, il me semble que toutes les garanties sont mises en place. Et par ailleurs, j'ai omis de préciser que le gouvernement souscrit à l'ajout qui a été proposé par la commission des lois et qui prévoit la possibilité pour le JLD de détruire les procès-verbaux et les supports d'enregistrement si des irrégularités ont été commises sans attendre la demande de nullité soulevée ultérieurement par la partie. Donc voilà, les garanties me semblent apportées. Donc, Madame Joissains, vous maintenez... Oui. Bon. Donc, sur cet amendement, avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 29. L'article 20... Oui, vous voulez intervenir sur l'article 29, Madame Jourdain ? Pardon. Oui, Monsieur le Président, je souhaitais donc donner une explication de vote puisque effectivement le groupe socialiste et républicain avait donc évoqué la suppression donc de cet article, mais compte tenu donc du travail effectué par la commission des lois qui s'est inscrit dans la logique, à savoir donc la suppression de cette extension inappropriée, le fait de ne pas remettre en cause le principe d'un alignement du régime des techniques spéciales d'enquête afin d'y apporter plus de lisibilité, mais qu'elle complète le dispositif d'un ensemble de garanties bienvenues. Limitation à 24 heures de la durée d'autorisation de la technique très intrusive de captation des données informatiques. L'exigence d'une ordonnance écrite et motivée. L'exigence de mentionner l'infraction qui motive le recours à la mesure de sonorisation dans la décision et de mentionner la durée de celle-ci. La nécessité de préciser dans l'autorisation d'infraction qui motive le recours aux opérations ainsi que la durée de ces opérations. L'interdiction à peine de nullité que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations, l'interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées dans des décisions autorisant la mesure, et la suppression de la nécessité pour le juge d'instruction, lors des informations judiciaires, de solliciter l'avis du procureur de la République. Pour toutes ces raisons, nous suivrons donc la position de la Commission. Merci. Donc, sur l'article 29, pas d'autres explications de vote. Donc, je mets au voix l'article 29 qui est pour, qui est contre, abstention. Donc, l'article 29 est adopté. Voilà pour les temps forts des débats des sénateurs autour du projet de loi justice qui a donc été débattu pendant une dizaine de jours la semaine dernière et la précédente. Un texte qui va faire l'objet d'un vote solennel cet après-midi dans l'hémicycle. Sachez que les sénateurs ont très largement donc réécrit ce texte. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.